Palève les Burecs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match le plus attendu de cette Coupe du Monde, en tous les cas de la phase de groupe. C'est le choc vraiment de cette phase de groupe. C'est un classique aussi, on a l'habitude d'en voir deux équipes du même continent en même temps aussi. Ça aide, ça facilite. C'est Espagne-Allemagne. On regarde ce que je vous ai proposé de ce match alléchant sur le papier, pas réellement dans les faits. En premier, nous verrons les compositions des deux équipes. Vous verrez, il y a des petites erreurs de notation. Lorsque la FIFA a reporté sur les réseaux les deux compositions d'équipe, c'est pas de mon plein gré, je ne peux pas changer tout ça. Il faut se plaindre à la FIFA. Ça sera un peu comique, vous verrez ça tout à l'heure. On fera avec. En deuxième, nous verrons le point historique. Enfin, l'analyse de façon chronologique, ça fait office de résumé. Et enfin, les tops et les flops, entre-temps, le classement, l'homme du match, etc. Allez, c'est parti! Alors, la composition des deux équipes, on commence par celle qui reçoit, entre guillemets, Unai Simon dans les cages, Rodri, Jordi Alba, Dani Carvajal, Emeric Laporte en défense, comme habituellement de plus. Début de cette Coupe du Monde, Rodri qui redescend d'un cran, il manque un défenseur central de métier, un sur deux en tous les cas on a. Au milieu de terrain, Sergio Busquets, Gavi, Pedri. En attaque, Marco Asensio, Ferran Torres, Dani Olmo. Là aussi, il n'y a pas de réel attaquant de métier. La composition à présent de l'Allemagne, c'est là qu'il y a réellement des erreurs de notation. C'est un peu fou, enfin c'est écrit à la phonétique. Manuel Neuer dans les cages. La défense, Rudiger, Rome, Kehrer et Zule. Le milieu de terrain, Kimmich, Goretzka et Ilkay Gundogan. L'attaque, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Thomas Müller. Donc si on fait un petit bilan historique, en tout cas des 5 dernières confrontations entre ces deux équipes, parce que si on fait un bilan global, ça prendrait beaucoup de temps étant donné que la liste est assez exhaustive. Donc ça tourne assez légèrement en faveur des Espagnols, en tout cas sur les matchs officiels. Deux victoires pour les Espagnols, dont la dernière fois en 2020 en Ligue des Nations, une cinglante victoire 6-0 face aux Allemands du côté du stade olympique de Séville. Il y aura un match nul en 2020 aussi en match aller de la Ligue des Nations, un but partout du côté de la Mercedes Arena de Stuttgart. Et puis une victoire 1-0, c'était en 2010 en Afrique du Sud de l'Espagne en demi-finale de Coupe du Monde. L'Espagne qui avait été championne du monde quelques jours plus tard. Si on regarde un peu plus loin, en 94, les deux équipes s'étaient soldées sur un match nul, un but partout en Coupe du Monde aussi. C'était en phase de groupe. Puis enfin, en 82, du côté du stade Santiago Bernabéu, l'Espagne, dans sa Coupe du Monde, s'inclinait 2-1 chez lui pour sa Coupe du Monde en 82. Donc découvrons tout de suite l'analyse, c'est par ordre chronologique, ça fait office du résumé et c'est tout de suite. Donc si le match d'une manière globale n'a pas répondu à nos attentes au vu de l'affiche prestigieuse, la physionomie, en tous les cas, elle a répondu, c'est vraiment ce qu'on s'attendait ou presque. Des Espagnols qui auront le ballon, en tout cas sur le début de match, malgré des bonnes volontés côté allemand qui ont eu un sursaut d'orgueil après la cinglante défaite du premier match face aux Japonais. Donc ils vont aller chercher vraiment très haut ces Espagnols euh, et mettre un gros pressing avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Les Espagnols vont être un peu gênés quand même, même si ils vont savoir bien ressortir les ballons et savoir évoluer en attaque rapide. Eux, qu'on voit souvent jouer dans les petits espaces avec une énorme possession et un bloc bas, on voit aussi qu'ils savent s'adapter et jouer en attaque rapide, ce qui est important dans une telle compétition. Bon, les Allemands vont quand même avoir quelques séquences de possession, il faut l'avouer, dans le début de match. Et en tout cas, sur ce début de match, il y a un manque de mouvement côté allemand quand on a le ballon. Et donc, le jeu long est inévitable, car autrement, on va se faire presser, jouer à la babelle derrière, c'est pas très bon. On risque de perdre les ballons et de prendre des buts un peu bêtes. On en voit souvent, il y en a, ils n'ont pas compris, au moins eux, ils dégagent et prennent pas de risques. Il faut peut-être le faire, même si c'est pas très beau. En tous les cas, il va falloir au moins essayer de mettre plus de mouvement pour pouvoir déstabiliser les Espagnols sur la suite du match, ce qui ne sera pas réellement le cas. Bon, 25e, 40e minute, un long passage assez soporifique dans ce match. C'est pour ça qu'il ne répond pas réellement à nos attentes. Vraiment, on se disait ça va être engagé, ça va être vraiment débridé, ça va aller d'une cage à l'autre. Mais non, vraiment, c'est vraiment en dormant. On avait envie de fermer la télé et d'aller dormir. En plus, c'est 20h, il fait nuit. Avec le changement d'horaire en plus, donc il fait nuit encore plus tôt, donc voilà. Bon, et le début de match espagnol n'est pas parfait non plus, hein. On a un peu critiqué le match allemand, mais il faut dire aussi que euh, les Espagnols vont être vraiment passifs sur certains aspects défensifs. En tous les cas,
une première alerte côté espagnol, un premier appel à l'ordre. Heureusement, le but a été refusé logiquement pour jeu. On est à la 40e minute. Coup de pied arrêté pour les Allemands. Il est mis dans la boîte à tête de Rudiger qui est esselé. Personne à son marquage. Des Espagnols passifs. Malheureusement pour lui, le but est refusé alors qu'on se disait l'Allemagne réalise le coup parfait et le hold-up parfait. Bon, ça a failli faire bis repetita à la 45e. Attention les Espagnols. Surtout que sur les relances, ils sont assez fébriles, assez médiocres. Les premières relances ne sont pas tip-top du tout quand on connaît la qualité de relance espagnole et technique aussi de l'ensemble du groupe. C'est vraiment frustrant. D'ailleurs, cette première alerte sur ces deux petites premières alertes sur le but espagnol avec ce but refusé ont permis d'animer un peu le match. Et c'est à partir de là qu'on sent vraiment de cette période soporifique. On va avoir un match débridé, en tout cas jusqu'à la mi-temps au moins. La seconde période un peu animée aussi, même si elle a manqué réellement d'animation. Voilà. Sur ce qui est de la deuxième période, on va repartir sur les mêmes bases avec des Espagnols qui vont jouer avec le feu, fébriles sur les relances, sur les premières relances en tous les cas. On joue à la baballe. C'est pas très bon, comme je viens de vous le dire. On peut prendre des buts bêtes. En tant que supporter lyonnais, j'en ai l'habitude avec cette baballe. C'est le foot moderne, mais bon, moi je suis. Ça m'énerve de voir vraiment le truc de vouloir absolument relancer de derrière et ça coûte souvent très cher à ces équipes-là. Bon, heureusement, là, ça ne l'a pas réellement fait coûter pour les Espagnols. Mais attention quand même, ne pas enterrer trop vite les Allemands, ils savent ressortir à la tête de l'eau, même dans les plus mauvais moments. Même s'ils sont assez faibles, parce qu'il faut l'avouer, le circuit de passe le plus fréquent, eux aussi vont jouer à la baballe. Rudiger, Neuer, Zule, Neuer, 8 et 9 passes pour chacun. Donc un manque de créativité, manque d'imagination, et aussi peut-être les Espagnols qui les gênent, mais il faut mieux dégager et pas prendre de risques. Voilà, ça monte encore des deux côtés cette baballe vraiment stupide. Bon, les changements de part et d'autre vont emmener vraiment un peu plus d'animation, vont lever un peu la foule. Il va y avoir Morata qui va rentrer côté espagnol. On aura son homologue allemand en attaque qui va rentrer aussi, Niklas Füllkrug. D'ailleurs, c'est les deux qui vont inscrire les deux buts. Au moment où Morata va inscrire le but, c'est son sixième ballon touché à peine depuis son entrée. On se dit le match est plié, les Allemands ne vont pas revenir, ils sont condamnés, c'est fini. Euh, mais non, comme je viens de vous le dire, les Allemands, attention à ne pas les enterrer trop vite, ils vont réagir et vont nous faire mentir. C'est Niklas Füllkrug qui va remettre les pendules à l'heure euh, et qui va vraiment redonner espoir à tout un peuple allemand qui se croyait condamné, je pense même carrément à l'élimination. Euh, on va regarder quelques graphiques pour prouver ce que je vous disais sur l'ensemble de ce match. À noter que d'un point de vue personnel, et c'est pas que sur ce match-là, côté allemand, pauvre Allemagne, je me disais devant ce match, cette équipe qui a gagné 4 fois la Coupe du Monde, plusieurs titres de champion d'Europe, je me dis depuis, franchement, alors vous allez rigoler, mais franchement, depuis la demi-finale perdue face à la France à l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018 a été catastrophique. L'Euro éliminé dès les huitièmes de finale par le futur finaliste, mais bon quand même, et vraiment pauvre dans le jeu, malgré des fois certains sursauts d'orgueil, il faut le dire. Bon, regardons les graphiques. Donc un premier graphique qui va montrer réellement la domination dans le jeu et technique aussi du côté espagnol, mais aussi vraiment l'inoffensivité des Allemands. On joue la septième minute. Sur cette action, on va avoir 35 passes enchaînées sans que les Allemands récupèrent ce ballon, sans qu'ils viennent vraiment agresser le porteur du ballon. Et va se finir par un tir de Daniel Bo. C'est la séquence la plus longue dans cette Coupe du Monde. Et puis à se terminer par un tir avec l'action de Angleterre-Iran et de Jack Grealish. Bon, ça montre bien vraiment la pauvreté côté allemand et aussi la maîtrise côté espagnol. Au niveau des expected goals, ça peut nous faire assez mentir 1,1 côté allemand alors que 0,57 côté espagnol. C'est vrai que c'est assez, assez flatteur. J'aurais pas pensé sur le direct. Je me suis dit l'Espagne a eu vraiment certaines occasions, beaucoup d'occasions à dominer son sujet, mais non, au final les stats nous font mentir. Donc si on regarde les temps forts de cette rencontre, là aussi ça nous fait mentir. Peut-être un peu moins, les balances c'est un peu plus équilibré que par rapport aux expected goals. On aura 5 temps forts, 6 côté espagnol, mais on va en considérer 3 grands. Une à la 35e minute, disons, une après ce but refusé par Antonio Rudiger jusqu'à la pause et une
à l'heure de jeu, là où on va voir l'ouverture du score. Après l'entrée d'Alvaro Morata, on voit vraiment que son entrée en jeu change la physionomie du match. Côté allemand, on va en avoir des plus gros temps forts. On va en avoir aussi un peu plus de 6-7, mais vraiment 5 gros et encore plus gros que ceux espagnols. Ça fait mentir. U1, au moment du but refusé Antonio Rudiger, entre la 35e et la 40e minute. Un retour des vestiaires jusqu'à l'heure de jeu, jusqu'à l'entrée d'Alvaro Morata qui va tout changer. Et l'un après dans le dernier quart d'heure de la partie. Donc on voit que ça fait vraiment mentir. Les stats sont en même temps là pour nous faire mentir, il faut le dire. Donc puisqu'on est en train de parler de stats, allons encore plus en profondeur là-dessus. Peut-être qu'elles vont encore nous faire mentir. Regardons ce tableau de bord. Allez, c'est parti. La première partie du tableau de bord, niveau possession, c'est bien ce qu'on se doutait. 56 côté espagnol, 33 côté allemand, c'est en pourcentage. Il y a ces 11% de temps perdu dans ce match. Au début de Coupe du Monde, on était à 8-9, j'ai tendance à me répéter. Là, on a tendance à dépasser les 10% depuis quelques temps. Bon, un but de chaque côté, à chaque fois dans la surface de réparation. Voilà, passons à la suite. Mettez pause si ça vous intéresse, perdons pas de temps. 7 tirs du côté espagnol, 10 côté allemand, c'est relativement équilibré quand même. 3 tirs côté espagnol, 4 côté allemand. Si on regarde les tirs, il y en a 3 espagnols à l'intérieur de la surface, 7 côté allemand. 4 côtés espagnols de l'extérieur et 3 côtés allemands. On a tenté quand même assez de loin, c'est important. Quand il y a des bouts de blas un peu plus, là il n'y en avait pas tellement, mais il faut quand même tenter, on ne sait jamais. Côté discipline, un jaune côté espagnol, 3 côté allemand, c'est très propre, pas de carton rouge, j'en ai eu qu'un dans cette Coupe du Monde, si je m'en abuse, c'était vendredi dernier. 13 fautes concédées côté espagnol, mais c'est pas méchant au vu, car il n'y a pas eu trop de sanctions cartonnées, disons. 11 côté allemand, c'est pareil là non plus, c'est pas méchant non plus. Côté hors-jeu, il y en aura 5 côté allemand. Souvent, il y a beaucoup d'hors-jeu quand on veut prendre du risque, faire du jeu, quand on se procure beaucoup d'occasions, quand on domine notre sujet. Là, l'Allemagne n'a pas réellement dominé, c'est assez équilibré. Ça penche pour moi côté espagnol, malgré que les stats font mentir. 2 seulement espagnols. Voilà. Côté distribution, 647 passes côté espagnol, 565 sont réussis. On est au-dessus des 85%, il faut 90 pour essayer d'espérer gagner le match. Bon, encore ça va là. 352 côté allemand de passes, 281 réussies. Là aussi, on doit être à 88%. Voilà, c'est assez propre. Il y a beaucoup, c'est un gros match, donc peut-être il y aura du déchet, il faut s'y attendre, c'est normal. Même s'il y a des joueurs de talent, les deux équipes veulent vraiment gagner ce match. 9 centres côté espagnol, 13 côté allemand. C'est assez intéressant. 2 seulement réussis par contre côté espagnol, un seul côté allemand, donc on voit vraiment le déchet. Renversement, 9 côté espagnol, 2 côté allemand. Il y en a manqué, c'est ce que je vous disais, un manque de mouvement côté allemand. C'est bien côté espagnol de renverser le jeu. On en voit beaucoup dans les matchs de Coupe du Monde en ce moment. Donc quand même, il y a pas mal de renversements dans ce début de Coupe du Monde. Dans ce début de Coupe du Monde, je trouve ça intéressant. On en voit assez rarement de nos jours au cours de saison et ça manque parfois, car pour faire bouger certains blocs, c'est compliqué. Et là, franchement, je suis vraiment content d'en voir dans cette Coupe du Monde en règle générale. Niveau coup de pied arrêté, 6 corners côté espagnol, 5 côté allemand, 16 coups francs côté espagnol, 15 côté allemand. Voilà. Si on fait un petit point homme du match, l'homme du match s'appelle Alvaro Morata, l'espagnol. Voilà. Il est buteur, il faut le noter. Il a fait bouger, on l'a vu aussi avec les temps forts. Ça prouve bien que son entrée a vraiment impacté ce match. Félicitations à lui. Donc le classement de ce groupe E, il faut savoir que cette deuxième journée a rebattu assez largement les cartes avec le source d'orgueil costaricien, l'exploit face au Japon dans les dernières minutes. Donc je me faisais une petite réflexion personnelle avant le coup d'envoi de ce Espagne-Allemagne, c'est qu'en cas de victoire de l'Allemagne, ce qui n'a pas eu lieu, mais voilà, toutes les équipes pouvaient se retrouver à 3 points dans ce groupe, et ce qui aurait fait une situation assez complexe. Bon, là, l'Espagne a 4 points et pas encore mathématiquement qualifiée, mais presque, parce qu'au vu du goal à virage, on est à plus 7, donc c'est assez conséquent. Mais tout le monde peut se qualifier aussi. L'Allemagne le peut encore. Le Japon est pour l'instant qualifié, mais égalité avec le Costa Rica. Attention quand même. Donc je me disais quand même, je vais avoir une petite réflexion un peu enfoirée pour les Allemands. Vous m'excusez du mot, du terme. Si les Espagnols auraient vaincu les Allemands avec 6 points, ils auraient été mathématiquement qualifiés. Ils auraient pu laisser le match au Japon. C'est un peu stratégique.
Comme ça a éliminé l'Allemagne, car même si l'Allemagne n'est pas dans sa top forme, c'est une grosse équipe et si on pouvait en sortir une, ça faisait un point de moins. Donc voilà, j'ai peut-être eu des propos pas très gentils envers les Allemands, mais enfin, le football n'est pas que physique, il est aussi stratagème. Et donc, ça aurait pas été très très altruiste, mais bon, ça aurait été compréhensible. J'aurais eu la même réflexion si c'était l'Espagne qui était dans le cas de l'Allemagne. Voilà, je ne voudrais pas faire de polémique, pas de débat, donc avançons. Les amis, les tops et les flops, c'est maintenant. Premier top, Alvaro Morata. Au coup d'envoi remplaçant, l'attaquant de l'Atlético Madrid est rentré en jeu à la 54e minute pour le plus grand bonheur des suiveurs. En effet, dans un match si alléchant sur le papier mais soporifique dans les faits, il s'est glissé dans un rôle d'animateur. Malheureusement, s'il avait pensé d'abord délivrer la Jura à la 62e minute, c'était sans compter sur le sursaut d'orgueil allemand. Alors, le deuxième top, Niklas Füllkrug, alors que la Mannschaft se croyait déjà condamnée et pensait déjà à la suite, l'attaquant du Van der Bremen a ravivé la flamme. Dès son entrée en jeu, à la 70e minute, on sentit réellement les différences. Un sentiment de révolte s'est fait alors remarquer. Ses efforts seront récompensés à la 83e minute quand il inscrivit le but égalisateur, redonnant de fait espoir à tout un peuple. Donc je suis peut-être lassant avec mes tops, il faut peut-être un peu de flop, on le sait, tout n'est pas parfait dans le football comme dans la vie. Mais celui-ci va vraiment vous étonner, en tout cas connaissant ma personnalité, vous allez dire, il n'est pas comme d'habitude José dans ce début de Coupe du Monde, mais non, j'ai aucun souci, vous ne rêvez pas, tout va bien. Donc découvrons-le tout de suite. Donc ce troisième top, c'est Danny McKelly, l'arbitre international néerlandais. Oui, certes, habituellement, je ne suis pas très adepte de mettre des arbitres dans les tops. Il faut vraiment que ça le mérite, plus dans les flops. Mais là, depuis le début de la Coupe du Monde, c'est le deuxième ou troisième qui s'y retrouve. En tout cas, on le sait, depuis déjà quelques années, il fait partie de l'élite en matière de l'arbitrage et sa prestation du soir ne pourra pas remettre son statut en question. En effet, dans un match aussi prestigieux mais avec aussi un énorme enjeu, il a réalisé une belle prestation. Imperturbable, il a beaucoup laissé jouer, a pris les bonnes décisions, même dans des situations assez complexes. Donc certains ne vont pas être d'accord avec moi car ils vont penser que Danny McKelly a un peu trop arbitré à l'anglaise. C'est le débat, c'est normal, c'est votre avis et vous avez le droit de l'avoir. Il n'y a aucun inconvénient. Voilà. Et d'ailleurs, et qui aurait dit certains contacts auraient mérité plus que ce qu'il a sanctionné. Le football est un sport de contact. On ne va pas siffler au moins de petits contacts, au moins de petites fautes, on ne va pas mettre une biscotte. D'ailleurs, souvent, euh, pas beaucoup le savent, mais les arbitres vous le diront, quand il y a trop de cartons, ça montre vraiment une fébrilité du côté de l'arbitre qui n'arrive pas à se faire respecter avec des simples paroles. Et c'est pas très bon non plus pour lui. Donc c'est pour ça qu'il faut le féliciter, Danny McKelly. Allez, à présent les flops avec un premier Niklas Zule. Personnellement, j'ai pas fait l'erreur de notation quand j'ai écrit son nom. Vous le verrez, je suis pas comme la FIFA. Le défenseur du Borussia Dortmund est passé complètement à côté de son match. En effet, sa prestation est médiocre, il était en retard sur les interventions, mal aligné, il y a eu beaucoup de déchets techniques mettant en difficulté la défense allemande. Avant de vous laisser tranquille les amis, un dernier flop, c'est le match. Si ce match était considéré comme le plus alléchant de cette phase de groupe, il a été dans les faits l'un des plus ennuyeux. Alternant courte période animée et longue période soporifique, il n'a pas répondu à toutes les attentes et a même fortement déçu. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo et je vous dis Kichel Pali, à la prochaine, salut.